Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Bienvenue dans ma copro à l'occasion évidemment du tour des régions des copros vertes. En deux mots, pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui nous regardent aujourd'hui, eh bien les copros vertes, c'est une grande campagne nationale d'information et de formation des syndics et des copropriétaires à l'éco-rénovation des copropriétés. Tout un programme, mais surtout de nombreux et beaux projets et des réalisations concrètes. Après Lille, Dijon, Montpellier, Bordeaux et Rouen, c'est à Tours et Orléans que je vous emmène aujourd'hui. De la genèse du projet à la réalisation des travaux, Bienvenue dans ma copro revient sur l'histoire de deux rénovations globales dans votre région pour vous montrer d'ailleurs que ça existe et que c'est possible. Nous irons donc aujourd'hui à la découverte de la résidence La Prairie et la résidence Le Grand Mail qui nous ouvrent leurs portes et nous accueillent. Mais juste avant justement de découvrir ces deux résidences, eh bien, je vous propose de recevoir et d'accueillir nos invités du jour. Pour commencer, Bastien Lenné. Bonjour Bastien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller en stratégie territoriale à l'ANA, qui est donc l'Agence nationale de l'habitat. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également depuis Tours et Orléans, Séverine Souvy. Bonjour Séverine. Vous nous entendez Séverine ? Oui, bon, j'avais coupé le micro. Séverine, vous êtes responsable du Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes responsable du pôle Habitat Privé Orléans Métropole. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons également Stéphanie Ripp qui est avec nous à distance, chargée de mission copropriété Tours Métropole. Et nous allons accueillir également quelqu'un qu'on connaît bien ici, qui a l'habitude de venir nous rendre visite, Pierre Évrard. Bonjour Pierre. Bonjour Kenza. Pierre Évrard, vous êtes chargé de mission développement durable et rénovation énergétique à la FNAIM. Vous allez également participer à cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Séverine Souvy, je vais commencer avec vous si vous le voulez bien. Alors en deux mots, quelles sont les caractéristiques et les spécificités du parc en copropriété de la métropole d'Orléans ? Alors sur la métropole d'Orléans, les copropriétés représentent 40%, ce qui est relativement important, du parc de logement. Et la moitié de ce parc a été construite avant 1975. Donc, il y a un enjeu en termes de rénovation thermique qui est important sur la métropole. Comme beaucoup de territoires, on a deux grands axes de copropriété. On a des copropriétés anciennes dans le centre ancien, dans les faubourgs, des petites copropriétés qui peuvent être désorganisées et manquer d'entretien. Et puis, on a des plus grosses copropriétés qui ont été construites après la guerre, des grands immeubles et qui ont principalement des enjeux de rénovation thermique. Donc, le challenge est plutôt grand et ambitieux, hein, j'imagine. Alors, justement, quelles sont les ambitions que s'est fixé le territoire et comment vous comptez les atteindre ? Alors, le territoire s'est fixé des ambitions de plusieurs ordres dans le cadre de son programme local de l'habitat, qui sont bien sûr d'inciter à la rénovation thermique de ce parc de copropriété, mais aussi de lutter contre la fragilisation des copropriétés et la dégradation de l'habitat. Alors pour ce qui est plus spécifiquement de l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, on a des objectifs dans le cadre du plan climat air énergie du territoire qui sont relativement ambitieux puisque on est sur un rythme de 2500 logements rénovés par an, tout parc confondu, copropriété et individuel. Oui. Et on est en train de terminer actuellement un grand cycle de concertation dans le cadre des assises de la transition qui se sont déroulées depuis le tout début de l'année 2021, qui vont amener à revoir nos dispositifs pour être encore plus ambitieux et massifier ces questions de rénovation sur notre territoire. Très bien, on va développer avec vous justement le sujet si vous êtes d'accord. Mais juste un mot avec vous Stéphanie Ripp, qu'en est-il de votre territoire justement, du côté de Tours? Quelles sont ses spécificités, les ambitions justement que vous vous êtes fixées, vous de votre côté? Alors, au sein du cœur métropolitain, donc constitué de 7 villes, on compte 4000 copropriétés qui représentent environ 44 000 logements, soit 38% du parc de logements privés sur le territoire de Tours Métropole Val-de-Loire. Oui. Et donc, plus de la moitié ont été construites avant la première réglementation thermique et aussi plus de la moitié ont moins de 11 logements. On a peu de grosses copropriétés. Et donc, une des priorités de notre politique locale de l'habitat sur le territoire, c'est de conserver un parc de qualité et attractif. Donc, c'est pour ça que le PLH a pour objectif de requalifier les logements vétustes par une amélioration énergétique.
Très bien. Et donc, on a pour objectif de rénover 7300 logements d'ici 2024, dont 4600 du parc privé, dont des copropriétés. Et vous comptez évidemment atteindre l'objectif? Bah, bien sûr. Évidemment. Alors justement, on va découvrir la résidence tout à l'heure, mais juste avant, Bastien Lenné, l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat que vous représentez, joue justement un rôle clé dans l'accélération de la rénovation des copropriétés. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler son rôle et ses missions? Alors l'ANA, c'est tout d'abord l'organisme qui va financer les propriétaires privés dans la rénovation de leur habitat, oui. Que ce soit de l'habitat individuel ou de l'habitat en copropriété, comme dans le cas présent. Mais c'est aussi l'organisme qui va accompagner les collectivités pour déployer leurs projets qui vont concourir en fait à sensibiliser ces propriétaires, que ce soit sur la rénovation énergétique ou sur d'autres thématiques comme la dégradation de l'habitat ou la lutte contre l'habitat indigne. Voilà. Donc, on intervient en tout cas sur l'ensemble des politiques publiques en faveur de la requalification du parc privé. Et vous accompagnez le projet de A à Z, j'imagine, hein? Alors on accompagne le projet de A à Z, donc financièrement d'une part, je l'ai dit, mais aussi on peut l'accompagner en termes de conseils. Donc là c'est mon rôle puisque je suis notamment affecté sur la région Centre-Val de Loire pour accompagner plus spécifiquement les collectivités lorsqu'elles ont des questions dans la mise en œuvre de leur politique sur le parc privé. Alors on se pose beaucoup de questions justement sur l'évolution du dispositif MaPrimeRénov'. Depuis le 1er janvier, est-ce que ce dispositif a porté ses fruits et quels sont les chiffres aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a, je dirais, une trentaine de dossiers actifs qui sont soit déposés, certains, il y a déjà des premiers engagements financiers. Donc c'est une trentaine de projets actifs. Oui. Et on a à côté de ça, on sait qu'on a à peu près entre 150 et 200 dossiers qui sont en cours de montage. Alors ce sont des estimations. Il faut se rappeler que pour les copropriétés, c'est quand même un temps long à monter un dossier de rénovation énergétique. Avant de débuter les travaux. Avant de débuter les travaux, c'est un temps qui peut être très long, qui nécessite des passages en assemblée générale, etc. Donc en fait, on va accueillir les projets au fur et à mesure dans le cadre de MaPrimeRénov'. Et on sait qu'au fur et à mesure aussi des assemblées générales qui se dérouleront cette année, nous aurons l'occasion d'avoir de plus en plus de projets qui arriveront. Elle continue cette prime Rénov' l'année prochaine ? Alors la prime Rénov', elle continue. C'est important de le dire parce qu'il y a plein de gens qui se disent ça va s'arrêter peut-être ou pas. Non, dans le cadre du plan de relance, en tout cas, voilà, on a bien une continuité de la prime. Cette politique, elle ne fait que commencer cette année, la MaPrimeRénov' copropriété. Donc. Très bien, on suivra en tout cas le dispositif de façon assez régulière. Alors justement, si vous le voulez bien, Bastien, on va à présent passer de la théorie à la pratique et découvrir ensemble la résidence La Prairie. C'est un reportage signé C'est tout vu. L'ADI, l'espace conseil faire du Loiret, accompagne les copropriétés donc déjà depuis plusieurs années et ce sur l'ensemble du département. On va venir en accompagnement, en soutien sur les projets de rénovation, donc à différentes étapes du projet. Ça peut être lors de la phase audit, sur la définition du programme de travaux, sur l'aide à la décision par le biais de l'approche financière en pied d'immeuble par exemple. Donc on va intervenir en conseil syndical, en assemblée générale ou sur des demandes très ponctuelles des gestionnaires de syndic. Cette copropriété-là a été donc construite pour faire de l'accession à propriété pour 300 logements. Donc on a 19 bâtiments. Il y a 16 bâtiments qui ont été construits initialement, plus 3 bâtiments après coup. Mais en gros, on est sur une construction des années 60, de logements collectifs typiques des années 60. Il y a un peu plus de 10 ans, le directeur de l'époque, Sergic Maxime Lefebvre, a été récupéré la copropriété à la barre du tribunal. Sergic s'est entrepris de récupérer cet ensemble immobilier-là pour essayer de la redresser. On a eu le soutien aussi de Métropole et on voyait bien que de toute façon les bâtiments avaient besoin d'entretien. On ne peut pas laisser des gens vivre ici avec l'image que ça donne, ce que ça rayonne. En fait, même un propriétaire qui n'habite pas ici, il entend que le site ici, on n'est pas ici comme à l'Argonne. Argonne, c'était un vieux quartier, La Source, c'était un vieux quartier. Ils sont devenus des quartiers, je veux dire, rénovés, chics,
magnifique, pourquoi pas ici? Pour se souvenir, à l'époque, tout était en béton avec un crépi qui se décollait. Il y avait aussi des portes en bois, toute la partie huisserie qui était totalement usagée. On voyait même des fissures dans le mur. La pique a été choisie par, dans un premier temps, la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, puis ensuite par la métropole, pour avoir une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage aux copropriétaires, au conseil syndical et aux syndics. Nous avons donc travaillé sur les impayés et sur le projet technique. De 2013 à 2015, 2015 c'est l'appel d'offres aux entreprises. On a fait effectivement au moins 2 ou 3 réunions avec les copropriétaires pour les informer en fait des travaux qu'on allait réaliser. Ensuite c'est important effectivement qu'il y ait une continuité d'échanges, mais a posteriori aussi sur ce type de programme, c'est important de pouvoir continuer de dialoguer sur l'usage et faire de la pédagogie aux résidents, notamment sur les attentes de température, comment va fonctionner leur nouvelle résidence pour qu'elle puisse durer le plus longtemps possible et qu'ils se l'approprient aussi. Là, on a rajouté ces petits éléments de SAS qui permettent d'intégrer les boîtes aux lettres. Ça permet évidemment aussi une meilleure protection thermique et fonctionnelle. La première des grandes étapes, c'était effectivement de donner la confiance aux gens. Il y avait tout un tas de procédures qui ont été engagées pour recouvrer les charges, puisque bon nombre de copropriétaires n'étaient pas à jour dans le paiement de leurs charges. Donc ça, c'était la première étape, initier cela, et ensuite expliquer aux gens comment on va organiser la rénovation énergétique de leur bâtiment. Cette étape-là s'est déroulée en 2016, pendant une assemblée générale, où il a fallu expliquer aux gens comment on allait faire les travaux, comment on allait les financer et comment également on allait récupérer les fonds chez les copropriétaires qui n'étaient pas à jour de leurs charges. Cette réhabilitation a permis de mobiliser des subventions de l'ANA, de la métropole, de la région, de l'Europe, du FEDER, de l'ADEME aussi. Donc il y a eu comme ça pas mal de financements croisés. Cette ingénierie a permis effectivement aux copropriétaires de lancer un programme de travaux très ambitieux en étant assez fortement aidés. Je dis souvent le syndic il a un rôle de facilitateur dans toutes ces démarches-là. Donc nous on a mis en place les moyens qu'on a pu en allant consulter des architectes, des bureaux d'études pour analyser l'état du bâtiment, c'est la première des choses à faire, et ensuite construire le projet avec les copropriétaires, ce qui n'a pas été simple parce qu'on voit au travers de la copropriété il y a quand même 300 logements, donc c'est un grand renfort de communication au travers des assemblées générales qu'on a pu démarrer ce projet en 2013. Les gens avaient une vision plutôt assez négative du projet puisqu'en fait ils ne pensaient pas avoir des travaux un jour. Et au final, quand ils ont vu apparaître et commencer les travaux, c'est là qu'ils ont vu qu'on tenait parole et qu'on avait bel et bien effectivement mis en place le projet de sauvegarde. C'était long, on dira presque laborieux, parce que c'est pas une mince affaire de mettre tout ça en œuvre. Et puis là, les entreprises, ça suit son cours normalement, il n'y a pas de gros problèmes. L'accompagnement des copropriétés, c'est un axe fort dans notre rôle, dans notre structure locale. On a vocation à accompagner davantage de projets dans la définition du programme de travaux pour aller jusqu'à la réalisation. En termes d'isolation, en fait, on a travaillé l'ensemble de l'enveloppe, ce qui fait que sur les façades, on a rapporté par l'extérieur des fenêtres, des pré-cadres complets. On a refait l'ensemble des toitures terrasses aussi. On a donc remplacé et mis de l'isolant qui est garanti 30 ans, puisqu'on est sur du verre recyclé à plus de 70%. Et on a aussi anticipé la possibilité de mettre du photovoltaïque, des panneaux, pour l'autoconsommation ou pour des tiers financeurs ultérieurs. La difficulté de ce type de projet, c'est qu'on intervient en site occupé. Évidemment, c'est un facteur qui complexifie les plannings de chantier systématiquement. Nous, on a essayé d'optimiser les interventions des entreprises dans les logements pour justement ne pas trop délayer ces travaux à l'intérieur des logements. Mais on a aussi surtout essayé d'optimiser tout ce qui était intervention par les façades, justement pour ne pas intervenir trop longtemps dans les logements. Ce pourquoi on a mis des pré-cadres extérieurs avec les menuiseries neuves qui sont mises en façade avant même de déposer les menuiseries existantes.
Les travaux d'isolation et de l'ensemble de l'enveloppe ont permis en subvention de lever une enveloppe complémentaire sur le fonds chaleur et du coup on a pu envisager sur cette copropriété qui était chauffée collectivement au gaz d'intégrer en fait un système de chauffage par géothermie. C'était un peu la cerise sur le gâteau puisque du coup ça a permis de lever plus de subventions, l'enveloppe, que de coûts de géothermie finale. Tout l'enjeu est de réussir à mettre en connexion les besoins énergétiques qu'il y a dans les bâtiments avec l'énergie qui est contenue dans le sol. Donc pour ça nous avons réalisé des ouvrages techniques, donc des trous dans le sol, des forages, pour aller chercher l'eau, la pomper, la faire remonter à la surface, en tirer l'énergie et après la diffuser dans les résidences. C'est là où il y a vraiment eu une sorte d'alignement des planètes, dans le sens où il y avait besoin de chaleur, mais une chaleur résiduelle après isolation des bâtiments, c'est-à-dire qu'on a déjà limité l'énergie consommée. Puis ensuite, on a réfléchi à savoir où aller chercher la chaleur. La chaleur était disponible dans le sol et elle était compatible puisqu'il y a des planchers chauffants dans la résidence, donc c'est absolument compatible en termes de température. Donc on avait juste à orchestrer tout ça de telle sorte que ça fonctionne. Comme quoi il faut vraiment penser globalement les rénovations énergétiques, c'est très important, et pas les phaser et décaler les travaux parce qu'en fait ça ne permet pas de prioriser en fait financièrement le coût global d'une opération. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on a réussi à mettre une technologie qui est dans l'air du temps aujourd'hui, qui consiste à aller chercher l'énergie dans le sol pour se substituer aux énergies fossiles, et ce sur un bâtiment, un patrimoine de bâtiments existants. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de créer du neuf, on a adapté des bâtiments existants. Et là c'est particulièrement intéressant parce que c'est pas très fréquent. Donc la moralité, c'est que toutes les résidences où il y a du plancher chauffant qui a été installé il y a plusieurs dizaines d'années, il faut légitimement se poser la question, est-ce qu'on a de la ressource dans le sous-sol, auquel cas on peut transposer exactement ce qui a été fait sur cette résidence. C'est très enrichissant parce que techniquement, moi j'ai appris beaucoup de choses, effectivement. J'essaye de transposer ça sur d'autres immeubles que je gère, effectivement, et sur lesquels ce qui a été fait aujourd'hui sur la prairie peut être dupliqué et du coup améliorer l'habitat de ces autres copropriétés. Ça permet à cette échelle de tout de suite donner une nouvelle identité à l'ensemble du quartier, et on s'est d'ailleurs basé au niveau coloris sur une salle commune que connaissaient déjà tous les résidents, qui est la salle Rol-Tanguy à côté. Ça redonne tout de suite effectivement une identité à l'ensemble du quartier. Ça aussi retire l'idée en fait d'une barre ou d'une cité HLM qui normalement n'est pas autant rehaussée en couleur. On voit que les gens sont quand même contents de l'image que leur copropriété a pris. Il fallait voir effectivement, alors, on a derrière vous le bâtiment du gardien qui est encore dans son jus d'origine. Aujourd'hui on a des bâtiments qui sont sympas à regarder. Les gens ont un meilleur confort aussi dans leur logement puisque toutes les fenêtres ont été changées. Ils ont des volets roulants, ils ont un système de chauffage qui est régulé. Il y a des ajustements encore à faire, mais effectivement on voit qu'il y a une grosse amélioration et les gens le disent. J'entends plus mes voisins dans le couloir. Ça c'est merveilleux. Je sens plus la cigarette rentrer chez moi. Ça c'est merveilleux. C'est un soulagement. Le rendu en témoigne. Je pense qu'on en avait besoin. L'idée, c'est que au fur et à mesure où on voyait les appartements se terminer, on avait envie, nous, que ça passe rapidement à nous. En tous les cas, sur le côté partenaire public, syndic, conseil syndical, copropriétaire et acteurs techniques, on a le sentiment qu'à de rares exceptions près, tout le monde tire la charrue dans le même sens et que tout le monde a envie que la copropriété s'en sorte et aille vers des jours plus ensoleillés. C'est une mine d'or ici. On a je ne sais combien d'hectares de verdure. C'est merveilleux. Aujourd'hui, moi j'ai des gens qui me disent, quand ils passent au quotidien, ils me disent la copropriété de la Prairie, elle est magnifique. On se dit qu'on habite dans un quartier voilà, qui représente quelque chose. Avant, quand on dit ouais, j'habite à la Prairie, tu te caches un peu quoi. Alors que maintenant, quand tu dis j'habite à la Prairie, voilà, j'habite à la Prairie, ça fait du bien. C'est une belle résidence, il y a des espaces verts. Très peu en ville, on a des espaces verts comme ça. Donc il faut que les gens profitent de cette résidence, mais pas qu'ils subissent. Il y a encore des choses à faire, mais ce qui est déjà fait, je ne l'enlèverai pour rien au monde. Ouais, j'aime bien être ici. J'avais toujours dit qu'ici, c'est un paradis, mais sauf qu'on ne s'en rendait pas compte. Mais ce l'est, clairement.
Reportage très instructif et très intéressant d'ailleurs sur cette résidence La Prairie à Orléans. Alors justement, j'ai envie de vous demander votre avis, Pierre Évrard. On a entendu plein de jolies choses dans ce reportage. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la personne qui a parlé de géothermie. C'est quelque chose d'innovant, je crois. C'est pas quelque chose d'innovant, mais c'est quelque chose, en effet, qui, du fait des notations des biens, notamment avec le nouveau DPE, va être évidemment beaucoup plus fréquent. Mais c'est une technique qui est assez ancienne, mais par contre... Et qui est rare, je crois. Oui. Non, pas si rare. Non, pas si rare que ça. Bon, non, ça va. Non, par contre, un très très beau projet. Très beau projet. C'est plutôt le genre de choses qu'on voit plutôt en effet dans le logement HLM. Oui. Et quelque part, on voit vraiment les mêmes impacts, c'est-à-dire renouvellement complet d'un quartier, parce que quand les gens se lancent dans une rénovation, enfin plutôt, s'ils ne se lancent pas dans une rénovation, souvent c'est qu'il y a un habitat qui est jugé moins attractif, le périmètre est moins attractif. Et quand on fait des rénovations, et ça c'est assez fort, parce que j'ai vu ça moi dans le logement social, c'est que quand la rénovation est faite, on se rend compte qu'il y a une fierté de réhabiter et de réinvestir. Bien sûr. Donc il y a l'impact, je dirais, énergétique, et il y a l'impact humain sur les occupants. Et surtout, surtout dans le logement privé. C'est gros travail. Oui, tout à fait. Séverine Soubille, quel chantier et surtout quelle énergie de la part de toutes les personnes qu'on a entendues. J'imagine que cette résidence fait la fierté du territoire. Une rénovation exemplaire, pas pour les autres copropriétés ou pas? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Alors, vous l'aurez compris, c'est une copropriété qui revient de loin, puisque c'est une copropriété qui était vraiment en grande difficulté financière, sociale et évidemment technique par rapport à l'état du bâti. Donc, effectivement, il y a une rupture visuelle. L'impact visuel est très fort de ces travaux, on l'a vu là dans les images. Donc, vis-à-vis des autres copropriétaires de la métropole et des voisins, parce qu'il y a d'autres copropriétés aux alentours, ça suscite la curiosité, ça suscite un peu d'envie aussi. Ah oui, c'est sûr. Voilà. D'autant plus que c'est une copropriété qui était dans le cadre d'une procédure de plan de sauvegarde qui a bénéficié de financements très très importants. Avec beaucoup de financeurs qui sont intervenus, qui se sont mobilisés, et une copropriété qui a aussi eu l'ambition d'aller sur un programme de travaux très complet pour aller chercher des subventions supplémentaires. Je pense aux subventions de l'Europe ou de l'ADEME, par exemple. Donc voilà, et on l'entend maintenant dans les copropriétaires. Oui, je connais quelqu'un qui a la Prairie, et c'est un peu une carte de visite que ça peut marcher, que les financements dont on parle, que notamment d'autres copropriétés aujourd'hui en difficulté qui s'engagent aussi, qui sont au début du chemin, ils ont un exemple que ça peut marcher même quand on a des difficultés, même quand on a l'impression que on ne va pas s'en sortir. Et c'est aussi un projet qui a été fondateur, je pense, pour le partenariat local, qui est très très important sur ces projets, qui a été très important sur la Prairie. Et du coup, c'est un peu ça a fondé un petit peu tout ce fonctionnement partenarial, et aujourd'hui, on a une facilité à aller sur les projets parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, parce que on a des fonctionnements qui ont fait leurs preuves. Mais voilà, aujourd'hui, l'enjeu, ça reste quand même le changement d'image. C'est pas encore terminé pour cette copropriété-là, puisque visuellement, le changement d'image, il est là. Dans le fonctionnement, il y a encore des choses qui sont à améliorer pour que les habitants eux-mêmes, on a un monsieur qui était très fier, et on aimerait que tous les copropriétaires de la Prairie aient cette même fierté. Mais il y a encore un peu de chemin à faire. Séverine, pour qu'on comprenne un petit peu mieux, quel a été précisément le rôle de la métropole dans cette rénovation si particulière? Alors, le plan sauvegarde de la Prairie, c'est un projet qui est très très ancien et qui a d'abord été porté par la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle avec le soutien de la direction départementale des territoires et de l'ANA, et des bailleurs sociaux du territoire. La métropole, elle est arrivée dans la boucle au fur et à mesure qu'elle structurait sa compétence et son service habitat. Et puis, on a progressivement pris le relais de la ville. Le rôle de la métropole, il est un peu dans l'ombre, c'est un peu un rôle de chef d'orchestre. On finance le suivi animation, c'est les APIC qu'on voyait intervenir dans le reportage, qui est chargé de mettre en œuvre l'ensemble des objectifs du plan de sauvegarde. Donc,
on est aujourd'hui très focalisé sur les travaux, mais il y a aussi tout ce qui est redressement financier, fonctionnement de la copropriété. Donc, c'est la métropole aujourd'hui qui finance avec l'aide de l'ANA. On finance aussi un déficit de portage provisoire qui est quelque chose de très important et qui concerne les difficultés financières de la copropriété. Et puis, oui, voilà, on a vraiment un rôle de chef d'orchestre, on suit l'avancement du projet et on va intervenir pour aller mobiliser des acteurs ou les moyens nécessaires en fonction des enjeux et des difficultés qui peuvent survenir. Et pour vous, c'est un chantier qui se terminera définitivement quand? Alors, du coup, j'ai pas évoqué les financements, hein, puisque la métropole est également intervenue dans le financement des travaux. De manière bien moins importante que l'ANA, qui est le principal financeur, mais avec des financements complémentaires qui sont venus cibler des cibles qui avaient été identifiées comme nécessitant des financements un petit peu plus importants, donc les propriétaires occupants modestes et ceux qui étaient juste un petit peu au-dessus des plafonds de ressources de l'ANA, qui du coup étaient un tout petit peu qui avaient un peu plus de ressources, mais qui du coup n'avaient pas forcément droit à beaucoup de subventions. Ouais, très bien. Et donc, pour répondre à votre question, là, on est sur une nouvelle prolongation du plan de sauvegarde pour 2 années supplémentaires. Il y a encore des choses, donc je l'ai dit, au niveau du fonctionnement de la copropriété, au niveau de sa santé financière, qui sont à traiter au niveau de son fonctionnement. Donc, c'est des questions sur les déchets, des choses comme ça. Et puis, il reste encore des travaux qui n'avaient pas pu être embarqués dans le premier projet global. Voilà, les copropriétaires aujourd'hui souhaitent aller jusqu'au bout et finir ces petits travaux qui ne sont pas des travaux de rénovation thermique, mais qui sont importants aussi pour la copropriété. On essaiera de prendre des nouvelles de la résidence dans quelques temps alors, hein, pour voir si les choses avancent. Justement, Bastien Lenné, vous, cette résidence, vous la connaissez bien, puisque vous avez regardé le reportage avec beaucoup d'attention, mais vous connaissiez déjà justement la résidence. Un commentaire déjà sur ce que vous avez vu? Alors, un commentaire... Oui. C'est-à-dire que cette résidence, comme l'a rappelé Madame Souville, il faut bien se remettre aussi dans le contexte. Hein. C'est une résidence qui part de loin, qui a été visée par un plan de sauvegarde parce qu'elle a été jugée en très grande difficulté. Donc il faut imaginer que les copropriétaires, effectivement, ils n'imaginaient pas ce qu'on vient de voir dans le reportage. Ils sont même surpris, hein, j'ai l'impression, de la transformation incroyable de cette résidence. Bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que le rôle de l'ANA dans ces cas-là, c'est d'accompagner... donc en l'occurrence la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle et ensuite Orléans Métropole, sur le financement des actions, parce qu'elles sont nombreuses à mettre en œuvre, et pas seulement sur le financement des travaux d'ailleurs, mais d'abord sur le financement de toute une ingénierie qui va venir accompagner les copropriétaires, leur faire donner envie de se réinvestir dans la copropriété, financer aussi de l'accompagnement social pour les copropriétaires qui sont les plus en difficulté, de l'accompagnement aussi pour réinvestir sur les questions de gestion de la copropriété, parce qu'on ne peut pas en fait réussir une rénovation comme celle-là si on ne travaille pas de fond en fait sur la réorganisation d'une copropriété quand elle est en difficulté. Il faut d'abord travailler des sujets de fond. Donc c'est pour ça que le projet qui a démarré il y a peut-être 8 ans de cela, en fait, il a mis du temps avant de se préparer aux travaux parce qu'il a fallu justement préparer. Et les questionnements ont évolué, j'imagine. Et les questionnements autour ont de évolué, donc c'est pour cela aussi qu'on se voit régulièrement effectivement sur ce projet, que Séverine a évoqué la prolongation du plan de sauvegarde, donc ça fait l'objet à chaque fois de discussions pour savoir est-ce qu'on doit continuer à mobiliser autant d'investissements sur cette copropriété. Et effectivement, là, on voit qu'on est content de voir quand même les résultats. Mais je dirais que l'investissement de l'ANA dans ce type de projet, c'est de répondre à des alertes, hein, quand on a vraiment des copropriétés en grande difficulté. Oui. De pouvoir mobiliser des financements très importants et surtout de pouvoir financer un programme de travaux très complet. Donc là, on l'a vu, l'intérêt quand même d'avoir des financements majorés, c'est bien aussi de pouvoir mettre en œuvre un programme ambitieux, notamment, vous l'avez évoqué sur la géothermie, ce n'est pas toutes les copropriétés qui vont jusque-là, et on est content de savoir qu'on peut financer ce genre de projet. Pierre Évrard, pour vous, quels sont les facteurs clés de la réussite d'un projet comme celui-ci, vous qui êtes un expert pour nous? Eh ben là, je dirais que c'est la qualité de l'engagement. Pardon, hein, c'est vraiment le truc qui vient.
parce qu'on a quand même un syndic qui a récupéré le mandat au tribunal. Oui. On a aussi une kyrielle d'acteurs publics, et notamment l'ADA, qui vraiment se sont investis et impliqués, parce qu'il y avait en effet la copropriété, mais aussi il y avait le territoire. Donc c'est vraiment l'engagement, la cohésion, beaucoup d'ingénierie aussi, parce qu'il y a une ingénierie financière, comme l'expliquait Bastien. Je trouve qu'il y a une pertinence des travaux qui ont été décidés, notamment sur la gestion des travaux en site occupé, parce que Kenza, quand on fait des travaux, ça devient très très vite très contraignant, et c'est souvent un facteur clé pour que des travaux ne soient pas décidés. Alors évidemment, l'information, on a de l'information, de la communication, et on a bien vu aussi tout le jeu de mobilisation. Ce copropriétaire qui nous expliquait que il voyait petit à petit, les bâtiments voisins se rénover, faisant partie de sa copropriété, et il y avait de l'appétence qui commençait à monter. Et puis je pense aussi en chef d'orchestre les pouvoirs publics et le syndic, qui, à mon avis, a acquis une véritable expertise quand même assez impressionnante. Stéphanie Ripp, est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre? Est-ce qu'il y a, selon vous, d'autres facteurs clés de réussite, ou sinon des freins particuliers à lever sur ce type de projet? Pour ma part, je pense que la réussite d'un projet de rénovation énergétique passe par l'humain. Je pense que le plus important, c'est de réussir à appréhender les besoins de chaque copropriétaire et la dynamique du syndicat de copropriété pour apporter des réponses adaptées à chaque copropriété. Parce que je pense que chaque syndicat de copropriétaires est différent, et c'est très important de s'adapter au contexte précis. Très bien. Bastien Lenné, on le sait tous, le nerf de la guerre, c'est le prix et donc le coût de ce type de rénovation particulièrement ambitieuse. Quel a été précisément le rôle de l'ANA dans cette réalisation, et en quoi l'accompagnement et le soutien financier de l'ANA ont-ils été décisifs? Alors, je pense que c'est avant tout pouvoir justement aboutir à ce projet de travaux global, de pouvoir mettre en confiance surtout les copropriétaires. Parce qu'avant d'engager une copropriété dans un programme aussi long et aussi ambitieux, il faut pouvoir rassurer. Donc le rôle de l'ANA aussi, c'est de pouvoir rassurer sur les financements qui peuvent être obtenus. Avec la collectivité, c'est aussi se mobiliser avec des partenariats pour obtenir aussi d'autres sources de financement. Donc elles ont été citées, les collectivités, l'Europe, enfin voilà. Il y a des choses qu'on ignore aussi quand on se lance dans ce type de projet. Alors il y a beaucoup de choses, effectivement. Il y a beaucoup de sources de financement, comme on l'évoque souvent. Donc le plus souvent, ce qui est important aussi, c'est de se rapprocher de personnes qui sont expertes sur ces questions de financement. Donc là, en l'occurrence, dans le cadre d'un plan de sauvegarde, la métropole a missionné un opérateur qui est expert de ces questions, qui a pu aller chercher toutes les sources de financement possibles, y compris donc, les financements FEDER des fonds européens. Donc on peut dire que voilà, il a fait son travail jusqu'au bout, et la copropriété seule n'aurait pas pu porter le projet de cette façon-là. Bon, en tout cas, après Orléans, je vous emmène à Tours maintenant. Vous venez avec moi ou pas ? Je vous emmène. Alors justement, je vous propose de partir à Saint-Pierre-des-Corps, où la résidence Le Grand Mail nous a ouvert ses portes. C'est un reportage signé Nicolas Tarade. À l'approche de Saint-Pierre-des-Corps, on voit deux choses depuis l'autoroute. Le château d'eau, qui a connu un récent lifting, et puis de grandes barres d'immeubles. Eh bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue, et je suis très fière qu'on parle de la résidence du Grand Mail et des travaux qu'on y a fait. Voilà. La résidence Le Grand Mail, un grand ensemble entièrement rénové, une vraie vie de quartier depuis déjà des décennies, des relations entre voisins qui donnent lieu souvent à des jolis moments. J'aurais pu vous ramener une petite poupée au fait. Là, je suis en train de faire un pull vert à une dame. Elle est trop gentille. Oh non, 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 ça c'est pas possible, elle est trop gentille. Et puis il y a une autre dame qui vit, on prend l'apéritif toutes les semaines. Une fois chez elle, une fois chez moi, une fois chez elle, une fois chez moi. Aujourd'hui, des familles, des jeunes commencent à revenir dans la résidence. Preuve, s'il en fallait une, qu'elle dispose d'atouts indéniables, même s'il reste encore beaucoup à faire dans le quartier. La résidence Le Grand Mail sert d'exemple. Eh ben, elle est bien belle cette résidence. Stéphanie Ripp, il semble faire bon vivre dans cette résidence justement de 350 logements. Ce n'est pas rien, c'est de la magie la rénovation en fait. Oui. En fait, il faut savoir que le Grand Mail est situé dans un quartier, dans un des 10 quartiers prioritaires de la politique de la ville de la métropole.
donc dans le quartier de la Rabatterie à Saint-Pierre-des-Corps. Donc le quartier à ce titre fait l'objet d'une rénovation urbaine depuis une quinzaine d'années pour ouvrir le quartier sur son environnement et renforcer l'attractivité du patrimoine de logement. Donc il y a un projet urbain qui vise en particulier à améliorer l'environnement immédiat de la résidence par un réaménagement complet du secteur du centre commercial et l'installation des nouveaux services publics. Voilà. Avant les travaux en 2011... Et oui, parce qu'on veut savoir comment elle était. Comment? C'est surtout qu'on voulait savoir comment était cette résidence avant le début des travaux. En fait, avant le début des travaux, elle était surtout défraîchie. Tout a commencé avec la volonté d'un ravalement de façade. Oui. Parce que la copropriété en avait besoin. Et quand la question s'est posée, le prix des travaux a dissuadé le conseil syndical de les réaliser. Donc, je dirais que c'était ça le point de départ du projet. Très bien. Alors, quels ont été principalement les travaux réalisés dans le cadre de ce projet, pour qu'on comprenne mieux? Alors, il y a eu un ravalement de façade, avec la mise en place d'une isolation thermique par l'extérieur. Il y a une réfection des étanchéités des toitures terrasses avec isolation. Auparavant, il y avait des loggias qui étaient ouvertes, qui ont été fermées, avec un vitrage performant. Il y a eu l'isolation des planchers bas, des loggias du rez-de-chaussée, et enfin une mise en place d'une ventilation de type hygro-réglable. D'accord. À la différence de la résidence d'Orléans qu'on a découvert tout à l'heure, est-ce que les travaux sont terminés dans cette résidence ou pas? Oui, les travaux sont terminés dans cette résidence et on a du recul sur les trois dernières années de consommation énergétique et les résultats sont très bons. Très bien. Bastien Lenné, alors cette résidence aussi, vous la connaissez, hein, j'ai l'impression que vous avez passé votre vie à faire de la rénovation, vous, hein, c'est incroyable. Alors, on est typiquement dans une rénovation dite BBC. Donc, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, BBC, ça veut dire quoi? BBC, c'est bâtiment basse consommation. C'est en fait le niveau à partir duquel on considère que le bâtiment est économe en énergie. Donc, si je ne me trompe pas, la résidence a atteint le niveau A dans les classes étiquettes énergétiques. Donc, grâce à la rénovation? Alors grâce à cette rénovation. Oui, c'est grâce à cette rénovation. Donc, c'est l'étiquette, en fait, c'est l'objectif qu'ils se sont fixés. Hein, c'est, voilà, j'imagine, à l'époque. Et c'était surtout économiquement faisable, j'imagine aussi. Et donc, je dirais que c'est considéré que le bâtiment va consommer peu d'énergie, mais pour bien chauffer les gens. Oui. Voilà. Parce que c'est quand même important aussi de travailler sur la notion de confort. En matière d'économie d'énergie, ça correspond à combien? Si on veut savoir entre l'avant et l'après, on gagne combien en gros? Alors pour cela, il faut réaliser un audit énergétique. En fait, ça dépend évidemment de chaque copropriété. Très bien. Pour se donner une idée, l'ANA, on demande pour financer, par exemple dans le programme MaPrimeRénov', on demande un objectif de 35% de gain énergétique. Donc c'est le gain visé en fait minimum où on va considérer que le projet est un projet d'ensemble ambitieux à partir duquel, voilà. Après, voilà, des rénovations très ambitieuses, on va dire, c'est à partir de 50% d'économie d'énergie, mais ça dépend toujours de là où on part, évidemment. C'est relatif. Alors, quelles sont les différentes subventions auxquelles, justement, on peut prétendre une copropriété et quelles sont les conditions d'octroi? C'est très important. Alors aujourd'hui, sur la rénovation énergétique, le dispositif phare, c'est bien sûr MaPrimeRénov' parce qu'il est largement ouvert en fait aux copropriétés, bon, sous quelques conditions comme vous le demandez, puisque la copropriété doit être à majorité d'habitation, enfin 75% d'habitation pour être éligible. Ça doit être un bâtiment de plus de 15 ans aussi. On finance... C'est souvent le cas en général. C'est souvent le cas, parce que si on arrive à la période de travaux et surtout au gré en fait, des différentes évolutions réglementaires sur le bâti, généralement, les bâtiments de moins de 15 ans sont censés être performants énergétiquement. Censés. Censés, je pense que je pèse mes mots. Tout à fait. Et donc, voilà, donc ça, ce sont les critères d'éligibilité. Le projet aussi donc, doit faire au minimum 35% d'économie d'énergie. Et après, le principe de l'aide, c'est une aide socle de 25% pour le syndicat des copropriétaires, donc sans distinction des copropriétaires. On a des systèmes de primes aussi qui peuvent s'additionner par nombre de logements. Donc la fameuse prime BBC, donc l'atteinte finalement du label BBC permet d'avoir aussi plus de subventions, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Plus on en fait et plus aussi on peut en avoir. Une étiquette, une prime sortie de précarité énergétique pour les bâtiments qui sont les plus énergivores à la base. Oui. Donc pour motiver aussi ceux qui sont dans le parc le plus énergivore, des étiquettes F ou G notamment. Voilà. Et des primes aussi plus adaptées pour les publics modestes, très modestes. C'est-à-dire, dans le langage de l'ANA, ce sont en fait les copropriétaires qui ont les revenus les plus faibles pour pouvoir leur donner un petit complément aussi par rapport à d'autres.
Donc c'est un gain au niveau de l'énergie, mais c'est aussi un gain au niveau du coût finalement. C'est-à-dire que ce sont des travaux qui coûtent peut-être un peu d'argent, avec des subventions évidemment, mais avec le temps, on est tous gagnants en fait. C'est le plus important. Alors c'est vraiment l'élément le plus important, c'est de réfléchir effectivement au réinvestissement sur le patrimoine. Parce que si on ne réinvestit pas sur son patrimoine, évidemment, il perd de la valeur. D'améliorer son patrimoine, parce qu'aujourd'hui, on a aussi des effets de concurrence entre ce qui peut se produire dans le neuf et ce qui a été produit à certaines époques de construction. Donc c'est important quand même de remettre à niveau son bien et de travailler sur le confort. Parce que le confort d'été comme le confort d'hiver est très important. La maîtrise de l'énergie, ça apporte, comme vous le dites aussi, un gain financier in fine. Mais je pense qu'il y a aussi toutes ces étapes-là à considérer par rapport à la relation que peut avoir un ménage avec son logement. Tous les travaux qui sont en tout cas mis en route sont tous subventionnés, ou est-ce qu'il y a certains travaux qui sont subventionnés et pas d'autres ? Oui, alors aux yeux de l'ANA, on a une liste de travaux, on va dire, subventionnables, donc réglementairement, tout est bien cadré. Quand on est dans la rénovation énergétique, effectivement, on va globalement tout financer. Par contre, pour parler simple, on ne va pas financer les travaux d'embellissement. Donc s'il s'agit de repeindre la cage d'escalier, bon, voilà, on c'est comme l'esthétique et le médical, hein, oui, voilà. Donc oui, à un moment donné, on ne peut pas tout... Ce qui peut être... C'est ça. Voilà. Après, les copropriétaires peuvent très bien avoir un projet qui va aussi sur l'embellissement. Et on l'a vu sur la copropriété la précédente. L'intérêt, c'est que les copropriétaires ont profité de la phase de travaux d'amélioration aussi pour travailler sur l'esthétique. Et ça, c'est quand même un point intéressant. Stéphanie Ripp, en matière de financement, quel rôle a joué la métropole, justement ? Alors, au niveau de l'opération en elle-même, elle a coûté 3,6 millions d'euros et près de la moitié a été financée par des aides. Donc, l'aide de l'ANA de 35%, du coup, a été versée par Tours Métropole en tant que délégataire des aides à la pierre. Et ensuite, Tours Métropole Val-de-Loire a financé en fonds propres 10% du montant des travaux. Et en plus, sur cette copropriété, la présidente du conseil syndical avait interpellé la métropole pour obtenir une avance des fonds. Et donc, la métropole avait vu avec l'ANA et les aides ont pu être débloquées en amont permettant ainsi de faciliter le paiement des travaux. Très bien, donc économie d'énergie, aide au financement, d'autres facteurs sont également essentiels, hein, vous allez être d'accord avec moi, pour mener à bien et sereinement un projet de rénovation aussi ambitieux que le Grand Mail. Je vous propose de les découvrir en images tout de suite. C'est parti. Sans Madame Bourdin et le conseil syndical, ça aurait été une mission impossible. S'il n'y a pas un lien fort et un désir d'aller dans le même sens, c'est impossible de mener un sujet comme ça à bout, vu l'ampleur. On travaille main dans la main, on a un gestionnaire qui est sympa comme tout, qui est très efficace. Il faut que ce soit le moteur, oui, mais pas tout seul. Parce que quand on est des bénévoles, et les bénévoles, ça ne connaît pas grand-chose, non seulement aux travaux du bâtiment et à la rénovation thermique, encore moins. Ça a été de longues assemblées générales dans lesquelles il y avait moult discussions et je peux vous dire que tout le monde était présent. C'est-à-dire que vous avez quand même 358 logements ici, donc il y avait facilement 700 ou 800 personnes qui étaient à chaque AG et il fallait passer des heures à expliquer, répondre aux questions. Alors on a la chance sur cette opération et je considère que pour moi c'est la pierre angulaire de la réussite de ce projet, c'est d'avoir la présidente du conseil syndical qui était Madame Bourdin et qui a été vraiment très motrice sur l'ensemble du projet, qui a été, sans sa présence, pour faire simple, le projet n'aurait jamais vu le jour. Ça a été. Alors on a fait une équipe effectivement en plus ensemble sur le projet qui a très bien fonctionné. Après, au niveau des travaux, je dirais, il y a tout l'ordonnancement, toute la planification, toute l'organisation des travaux à réaliser, mais ça, je dirais, c'est plus mon quotidien. Il faut aussi faire le choix d'entreprises qui ont l'habitude de travailler dans des milieux habités, parce que vous, comme je le disais tout à l'heure, vous intervenez sur des logements qui sont bien entendu habités,
Et à partir de là, il ne faut pas que les entreprises arrivent avec leurs gros sabots pour faire leurs travaux. Il faut qu'ils aient l'habitude de travailler alors qu'il y a des gens qui sont présents, en évitant toutes les nuisances possibles, en étant là aussi un petit peu à leur écoute. On a beaucoup travaillé avec les responsables, avec M. Martin qui était assistant à maîtrise d'ouvrage, M. Boile, maître d'œuvre. Et on a beaucoup travaillé avec les entreprises. Voilà. On a travaillé main dans la main et je pense que c'est pour ça qu'on a réussi notre chantier. En plus, il faut, pour l'anecdote, les gens ont beaucoup accepté le travail des ouvriers et on voyait même des gens, les ouvriers sur les nacelles en train de boire le café au 11e étage, un truc comme ça. C'était sympa. Ouais. Hein, c'était une expérience extraordinaire pour moi. La présidente du conseil syndical parle d'expérience extraordinaire. Bastien, est-ce qu'elle exagère ou est-ce que c'est vraiment une expérience hors norme ? Je pense qu'il faut considérer que pour les copropriétaires de cette résidence, c'est une expérience qui est très importante puisque ça va être souvent la seule réhabilitation peut-être de cette envergure en tout cas qu'ils vont vivre. Donc pour eux, c'est très important. Donc effectivement, il ne faut pas le prendre à la légère effectivement quand on veut aborder une copropriété, parler de travaux, et la motiver. Il faut considérer que pour les copropriétaires, ça reste un projet qui a un caractère exceptionnel. C'est une transformation, effectivement. Pierre Évrard, un commentaire justement sur ce reportage, sur les propos justement de la présidente du conseil syndical ? Eh ben, écoute Kenza, oui, quelque part oui, extraordinaire, parce que on a quand même donc un conseil syndical, on a des copropriétaires, on se rend compte qu'ils sont réellement tous venus, ils se sont réellement tous impliqués, et quelque part, vu la taille de la copropriété, c'est pas des choses qu'on fait tous les 4 matins. Hein, et vraiment, je pense qu'il y a une expertise, il y a eu une belle expérience humaine avec les différents intervenants. On voyait justement tout l'intérêt sur cette copropriété où on sent que la matière humaine, quand on voit ce qui se passe dans le premier reportage, mais là, en effet, il faut embarquer tout le monde et on a un conseil syndical qui s'est réellement retrouvé au centre avec une personne clé, la présidente. Voilà, il y a toute une richesse, là, pardon, au-delà du technique, il y a toute une richesse humaine et pour un superbe résultat. Séverine, un mot là-dessus également ? Séverine, est-ce que vous êtes avec nous ? Non, on va peut-être demander l'avis de Stéphanie Ripp. Quel est votre avis là-dessus ? Je pense aussi que, comme M. Évrard, je pense que c'est vraiment lié à la motivation de la présidence du conseil syndical qu'on a pu aller aussi loin dans ce projet. Et c'est aussi grâce à l'accompagnement qui a été fait pour accompagner la copropriété tout au long de son projet, pour lever les freins, pour rassurer les copropriétaires, pour les renseigner sur les aides et sur les aspects techniques. Séverine, est-ce qu'elle est là ou pas ? Séverine, oui. Soubi, dites-nous ce que vous pensez justement de cette formidable réussite concernant cette résidence. Effectivement, moi je rejoins ce que disait Stéphanie, j'aurais exactement les mêmes mots, c'est-à-dire que c'est de l'humain et une espèce de binôme qui s'instaure entre le conseil syndical et le syndic, et puis avec après l'architecte, l'AMO, une équipe qui va mener le projet et il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de la motivation. Et puis après, le financement, c'est pas secondaire, mais c'est le petit levier qui va faire basculer. Mais si on n'a pas tout cet humain au départ, tout ce monde qui va dans la même direction, ça ne fonctionne pas. Alors Séverine, Stéphanie, Bastien et Pierre, je vous propose, avant de nous quitter, de regarder des images, dernières images avant de nous quitter, et puis on se retrouve dans quelques instants. On regarde tout de suite. L'énorme avantage de ces travaux, il est double. Le premier avantage, c'est clairement sur l'esthétisme. Il y a les travaux qui ont permis justement une revalorisation du patrimoine des copropriétaires. Nous, sur la transaction, on s'aperçoit clairement qu'il y a une population jeune qui arrive, de jeunes actifs, qui vient redynamiser un petit peu la résidence. Et on a des appartements qui se vendent beaucoup plus vite qu'auparavant et bien sûr plus cher. Vrai plus esthétique, vrai plus d'économie de charge également. Donc vraiment une double efficacité. Les copropriétaires en sont plutôt satisfaits. On commence à avoir une certaine dynamique, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de jeunes actifs ou de citadins des Tourangeaux, voire des Parisiens. Il y a la proximité de la gare qui est non négligeable et qui viennent s'installer en famille sur le Grand Mail.
Différent, c'est sûr. Même si on n'a pas plus chaud, c'est pas du tout la même chose. L'air est beaucoup plus sain, circule davantage avec la... Comment ça s'appelle, la VMC, là. Voilà. Donc c'est beaucoup plus confortable. Et puis, même l'été, on a l'impression on souffre moins de la chaleur. Enfin, on souffre toujours de la chaleur, mais moins vite qu'avant. Donc c'est quand même un peu isolé aussi. Et bon, avant, il y avait beaucoup de logements à vendre. Il y en a peut-être toujours, il y en a toujours quelques-uns, mais ils sont vite vendus. Parce que les gens tiennent compte de la rénovation énergétique, il y a moins de frais de chauffage, voilà. Ouais, la facture a beaucoup baissé, oui. Combien? Je crois que c'est en 4 ans 160 000 € de moins de chauffage. Eh bien oui, 160 000 € d'économie sur la facture énergétique, un logement plus confortable, un patrimoine valorisé, des logements qui attirent davantage. D'ailleurs, vous l'aurez compris, la rénovation des copropriétés, on a tous à y gagner. Vous êtes d'accord, Bastien ? Tout à fait d'accord. Très bien, merci d'avoir été en tout cas notre invité. Bastien Lenné, conseiller en stratégie territoriale à l'ANA, Agence nationale de l'habitat. Séverine Souvi, responsable du pôle habitat privé Orléans Métropole. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Stéphanie Rip, chargée de mission copropriété pour Tours Métropole. Merci également d'avoir été notre invité. Et Pierre Évrard, notre habitué de l'émission, notre chouchou de l'émission. Oh, merci, Kenza. Chargé de mission développement durable et rénovation énergétique à la FNAIM. Vous revenez quand vous voulez, évidemment, il n'y a aucun problème. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. À suivre tout de suite de nombreux ateliers, comme d'habitude, pour vous informer et tout savoir sur la rénovation des copropriétés dans votre région. Je vous retrouve la semaine prochaine à Lyon pour une nouvelle édition de Bienvenue dans ma copro. À très vite.